Elle, c'est Huguette. Elle habite l'immeuble depuis sa création. Elle a un intérieur très moderne. Elle est retraitée et fan de romans policiers. Lui, c'est Marco, prof de théâtre sourd qui rêve d'écrire une pièce interprétée en langue des signes. Elle, c'est Amandine, une ancienne médecine qui a raccroché son diplôme pour devenir prof de pilates et qui rêve d'ouvrir sa propre salle. Lui, c'est Michel. Il est comptable, fan de Beyoncé et saxophoniste dans un groupe de jazz amateur avec son ami Stan. Yel, c'est Béné, qui vient tout juste de reprendre l'appartement de sa tante le temps de faire ses études de sociologie. Yel connaît un nombre impressionnant de tours de magie. Et lui, c'est Richard, jardinier paysagiste tout juste à la retraite. Il s'occupe du potager sur le toit et fleurit petit à petit les parties communes. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages ? C'est l'immeuble où ils vivent tous, sans ascenseur et loin des transports, mais plein d'histoires. Leurs histoires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer et n'écoute pas les Jean-Michel Rallistes puisque notre entourage à nous est bienveillant. Et puisqu'on parle d'entourage bienveillant, on vous rappelle qu'on a un Discord, le lien est dans la description comme d'habitude. Et je ne suis évidemment pas toute seule pour dire des bêtises, je suis accompagné d'Alice pour cette 3e saison incroyable. Comment vas-tu Alice ? Déjà la 3e saison, difficile de se l'imaginer. Qui aurait pu prévoir ? Qui aurait pu prédire clairement ? Qui aurait pu prédire ? Oui, merci, je me trompe en plus. Mon cerveau ne veut pas retenir les bêtises des politiciens. Qui aurait pu prédire qu'on ferait autant d'épisodes et qu'on rencontrerait autant de beaux mondes voilà, c'est trop cool. Clairement. Comment vas-tu, du coup ? Est-ce que tu as esquivé ma question ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Tu es moral fluide. Non, mais voilà, en termes de les ressentis qu'on peut avoir, du positif, Ouais. du négatif, j'ai l'impression d'avoir battu les records dans les deux opposés plusieurs fois par jour ces derniers mois, donc je n'en ai aucune idée. Les rollercoasters émotionnels, c'est quand même quelque chose. Mais un point qui est important à noter, c'est que j'en ai aucune idée, mais ça ne me dérange pas, je ne cherche pas à le savoir, tu vois. Ouais, J'en espace. c'est le principal. Alors moi, ça va. Oui. C'est un peu la course, là, en ce moment. J'ai du mal à me poser pour des raisons extérieures à ma volonté, malheureusement. Donc je passe mon temps à courir et c'est pas super agréable, mais ça va. J'arrive à peu près à me reposer quand même. Donc, puis j'ai surtout le temps pour enregistrer des épisodes de podcast, alors du coup, c'est que tout va bien. Bah, c'est vrai que pour ceux qui sont sur le Discord, vous l'aurez vu avec les indices de ce mois-ci, c'est un petit peu la course. Un petit peu, effectivement. J'ai eu quelques jours de retard sur les indices, notamment, mais là, on arrive à peu près à rentrer dans les tuyaux. On enregistre le 18, on a déjà fait pire, je crois. Oui, bien sûr. Bah, Sigmata, typiquement. Oui, Sigmata. Arrête de m'appeler cet épisode à chaque épisode, parce qu'à la fin, je vais plus pouvoir l'entendre. Tu seras viré, Alice. Avant d'attaquer un petit peu, je voulais quand même faire un petit peu le retour, le bilan sur 2-3 trucs. Donc, déjà, je suis allé à Octogone et c'était trop cool. Et j'ai pu rencontrer deux auteuristes, même plutôt, j'aimerais dire, dont on a déjà parlé, à savoir Vivi Féasson, qui a écrit, comme chacun le sait, bien sûr, Libreté et... Merde. C'est terrible. J'ai perdu sous la pluie. Non, mais j'ai tous ces autres jeux. Ben voilà. Non, mais j'ai tous ces autres jeux. Effectivement, je cherchais le billet d'acier. Donc oui, Perdu sous la pluie, Explorateur de Boïne, voilà. Et les errants d'Ukiyo, mais plus très officiellement, on va dire.
et Guillaume Janté, donc, qui est l'auteur notamment de La Land of the Dead, mais aussi de Sonia et Conan contre les ninjas, mais pas que. Hein. Il a fait un jeu de rôle fantastique qui s'appelle Carglass, un one-page où on joue des super-héros qui ont l'acting des acteurs des pubs Carglass. Il faut avoir sa petite catchphrase, sinon les pouvoirs ne marchent pas. Mais j'ai aussi rencontré les potos Airwick, de jeu de rôle en mode facile, anciennement jeu de rôle pour les nuls. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs si c'est pour des questions de droit qu'il a dû changer. J'avais prévu de le faire, mais j'ai oublié. J'ai rencontré Sandrone, qu'on ne présente plus, et aussi nos deux lascars d'Ossium, Locus Solus et Brocknar, et c'était vraiment giga coolitos. Personne ne parle comme ça, c'est pas grave, j'ai le droit. Et c'était vraiment super cool, donc voilà. Et ton absence s'est fait lourdement ressentir, Alice. Nous avons tous et toutes pleuré ton absence, je tiens à dire. Je voulais aussi faire un autre retour, qui n'a rien à voir avec les conventions cette fois-ci, c'est quand on est passé chez Ossium, alors d'accord, ok, je fais quand même un pont avec Ossium, d'accord. Quand on est passé chez Ossium, vraiment, je suis allé un peu fort en parlant du jeu de rôle Koh-Lanta, édité par Solar Edition. Alors, de mémoire, je crois que je dis que c'est une vraie merde. C'était l'esprit en tous les cas. Voilà, c'était l'esprit. Je voudrais un tout petit peu nuancer ça, parce que le matos, par contre, du jeu est excellent. Ça, je peux vraiment pas dire le contraire. Le matos donne envie. On est vraiment dans les canons esthétiques de la série. On a des petites fiches de personnages, je crois, qui sont pliables en chevalet pour pouvoir les poser. On a des informations de l'autre côté, des informations que les autres voient. Donc ça marche très bien. Par contre, bon, je considère vraiment que le jeu est injouable, puisque le MJ doit tenir le rôle d'au moins 10 PNJ, et de Denis Brognard, et du MJ. Donc voilà, et que le système est assez bancal. Ouais, d'expérience, c'est compliqué. Enfin, si on veut avoir quelque chose de réaliste, ça ne marche pas. Et je voulais aussi dire, surtout, que je compte pas faire d'épisode dessus, en fait. Là, déjà, j'en ai parlé 2 fois. Je veux pas spécialement attirer le spotlight dessus, parce que l'auteur du jeu, donc, qui est un auteur qui a fait d'autres jeux qui ont l'air très cool, comme je le disais déjà chez Ossium, son nom n'est pas du tout mis en avant dans le livret, et à mon avis, ce n'est pas un hasard. C'était vraiment quelque chose, je pense, d'alimentaire, et je n'ai pas du tout envie de l'associer à ce jeu-là, parce que lui-même n'a pas l'air de vouloir le faire, et c'est pas mon rôle de faire ça. Donc voilà, ces retours sont faits. Est-ce que toi, tu as peut-être des choses à dire un peu comme ça d'ordre général? Non, pas spécialement. Pas sur le jeu de rôle, sinon au dehors du jeu de rôle, j'ai recraqué pour les jeux de tarot il n'y a pas si longtemps que ça, donc on va y arriver au fur et à mesure. Ah, c'est très bien. Tu me fais des ponts comme ça sur mon plan, c'est magnifique. De temps en temps. Mais sinon, non, rien d'autre à signaler. Parfait. Et puisque tu parles de commandes reçues, je me disais que ça pourrait être intéressant en ce début de saison 3, puis peut-être faire le point comme ça de temps en temps, quoi. Faire le point sur les pledges auxquels on a participé et qu'on attend. Alors bien sûr, c'est possible que certains des jeux qui vont être cités feront l'objet d'un épisode potentiellement plus tard, peut-être tous, peut-être pas tous, j'en sais rien. Parce que, en fait, mon constat est le suivant, c'est que de temps en temps, donc que ce soit quand on faisait l'épisode sur Nécromancien hérétique et que j'ai parlé du pledge Sélène Obscure, la dernière fois, enfin les 2 derniers épisodes, on a parlé du pledge Licorne d'Abondance et tout, et je me disais, en fait, à chaque fois, on parle que d'un seul jeu, et ce serait peut-être cool de dire, voilà, un peu, qu'est-ce qui est pledgé de notre côté, qu'est-ce qui nous fait de l'œil ou pas. Donc voilà l'idée de... Alors je vais pas dire cette nouvelle rubrique, faut pas déconner, parce que c'est vraiment histoire de faire un point, quoi. Tu veux peut-être commencer? Non, moi pour le coup... Bah oui, c'est pour ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de projets comme ça où je me dis, tiens, c'est cool, je participerai peut-être, ou je verrai ça demain, et puis du coup, je laisse tourner, donc j'ai absolument rien en cours. Par contre, de ce que je sais des financements, par exemple, auxquels toi tu participes, dis-toi bien qu'on a bien la moitié, les 3 quarts, était prévu que je participe, ou qu'il est prévu pour ce qui est encore en cours. Oui. Mais ce n'est pas fait. Donc, fais-le maintenant. Donc moi, j'ai noté 10 pledges. Techniquement, il n'y en a plus que 9, mais ça me semblait important de parler des 10 quand même, parce que normalement, si je n'étais pas allé à Octogone, j'en attendrais toujours 10. Voilà, j'en ai récupéré un là-bas. Et donc, on va commencer peut-être par le commencement. Enfin non, alors honnêtement, l'ordre n'a pas vraiment de logique. Donc le premier pledge dont je veux parler, et c'est le dernier que j'ai fait, donc voilà, il n'y a aucune logique, c'est In Vino Veritas, ou In Vino Veritas si vous avez décidé de ne pas parler latin, il n'y a pas de problème, on a le droit. Donc c'est le dernier projet du label Dirty Clean Crew, c'est un scénario avec leur système à eux, donc le Dirty System. Le Dirty System qui a, comme tu le sais, il me semble, Alice, 2 moteurs différents, soit un truc un peu crunchy, soit un truc très très léger, très narratif, avec là, à peine ça, de ça me dit système. rien pour le coup. Tu n'as pas écouté l'épisode d'Ossium où il recevait le label Dirty Clean Crew? Ah si, pardon, j'avais juste pas le... Non, j'étais plus sur le nom là.
J'y étais plus, moi, tu sais, les noms. Non, mais c'est bon, je resitue. Oh là, tu m'as fait peur, hein. J'ai cru que j'allais devoir te fouetter en plein enregistrement. C'est terrible. Donc un scénar qui se passe pendant le Moyen-Âge, un petit peu dans le terroir français, je sais plus où exactement, donc je vais être très très mauvaise pour donner des éléments dessus. Mais le projet a l'air bien cool, et waouh, j'ai vu, ça a été publié sur les réseaux sociaux, j'ai vu la maquette et notamment le glossaire. Je ne pensais pas que ça partirait dans cette direction-là, et ne faites pas comme moi si vous ne voulez pas vous faire spoil. Moi, je m'en fous, j'ai prévu de le masteriser. Mais si vous avez prévu d'y jouer, n'allez pas trop chercher les images, et surtout, si vous voyez le glossaire, ne regardez pas. Le sommaire, pas le glossaire. Ne regardez pas le sommaire. Ah oui, d'accord. Il y a un lieu, tu vois le nom, tu fais « Ah !» Je ne dirai pas quoi, évidemment. Donc, j'ai également participé, mais ça, je pense que vous l'avez compris, au financement participatif de Licorne d'Abondance. Financement qui s'est terminé, là, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, il s'est terminé il y a 10 jours. Nous, on enregistre le 18, ça s'est terminé il y a 3 jours. Donc, les objectifs sont bien atteints, en tout cas. Et ils ont débloqué le palier suivant de leur poche, entre guillemets, en demandant à Gogots de faire une carte du village d'Abondance. C'est toujours très cool. Très, très cool. Après, pledge suivant, je vais essayer de faire vite parce qu'il y en a encore beaucoup, je vois ça. Donc, pledge suivant, c'est vraiment complètement un coup de cœur visuel. C'est un jeu de rôle qui s'appelle Fiend Gazer de Trevor Mays, qui est un jeu d'horreur dans des petites villes un peu suburbaines américaines paumées. Voilà, j'ai juste vu le visuel, je fais OK, puis c'était 12 € PDF plus livre, donc sans les frais de port, sachant qu'ils ne pouvaient pas les estimer au moment où j'ai pledge. J'espère que je vais pas devoir payer 30 € de frais de port pour les avoir. Mais bon, 12 balles, bon, c'était en early bird, hein, sinon c'était 20 balles, je crois. Mais bon, ça reste assez correct comme prix, je trouve. Et visuellement, c'était juste incroyable. Après, une excellente surprise, mais vraiment, c'est-à-dire j'ai vu ça, je fais wow! The Center for Learning Through Games and Simulation, donc CLGS, qui fait partie de la Central Michigan University, réédite Dog Eat Dog en physique. Ah, c'est cool ça. Ouais, donc j'ai pledge. À noter aussi que, en fait, là, ils font un triptyque. Alors, c'est vraiment 3 ouvrages différents. Hein. C'est 70 $ les 3 ouvrages. Dog Eat Dog était à 22 $, donc je n'ai pris que Dog Eat Dog, moi. Mais il faut savoir que là, dans cette première fournée, on va dire, ils ont aussi sorti The Mountain Witch, qui avait été cité par Globo dans le podcast Changer d'angle sans drone, épisode 4, sur la confiance. Qui a l'air sympa aussi, mais bon, pas pledge. Et le troisième jeu, c'est un jeu qui est beaucoup plus récent, qui date de l'année dernière, je crois, qui s'appelle Princess with a Cursed Sword, donc princesse avec une épée maudite. Je sais pas du tout ce que c'est, mais bon, moi j'ai vu Dog Eat Dog, je dis, je le veux en physique en fait, ce jeu. C'est un jeu beaucoup trop bien pour l'ignorer. On arrive à la moitié, là, et puis ça va aller plus vite, je pense. Ensuite, c'est un jeu que tu me dis, oh regarde, Célène, ça a l'air trop bien, ça, qui s'appelle Defy the Gods, de Chris Sellers, qui est un jeu queer où on joue des humains qui vont défier les dieux. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'en savoir plus pour pledge un jeu, c'est quand même assez dramatique. Mais voilà. Et un PBTA, soit en passant. Et un PBTA, soit en passant. Tu vois, tu m'en apprends sur mon pledge, que t'as pas pledge, toi. Oui, non, mais surtout que j'ai vraiment aucune excuse. Pourquoi? Parce que déjà, c'est moi qui te l'ai fait découvrir, donc je l'ai partagé. Oui. Il y a un premier financement participatif qui a échoué. Oui. Et auquel j'avais pas participé, donc bon, voilà, j'aurais pu. Moi, j'y avais participé. Et il a eu du coup une deuxième campagne, qui là, fort heureusement, est arrivée à terme, auquel je n'ai toujours pas participé. Non, moi, j'ai aussi participé à celle-là. Alors, dans la série, il en faut très peu à Célène pour pledge un jeu. J'ai mon ami Dr Guillotin qui m'a dit « Hey Célène, regarde ce jeu, c'est pour jouer dans des tableaux de Jérôme Bosch. » Donc le jeu s'appelle Hieronymus, il est édité chez Pattern Recog. Je sais même pas comment ça se joue. J'ai le PDF du jeu, mais j'attends de l'avoir en physique. J'ai vu le PDF, je fais ah c'est du format paysage en double page, ça va être un peu compliqué à lire sur la télé ou sur la tablette, donc j'ai dit bah j'attendrai de l'avoir en physique, ça a l'air incroyable. De toute façon le principe de jouer dans les tableaux de Jérôme Bosch, tu fais bon voilà. Toujours chez Pattern Recog, et celui-là je l'ai récupéré à Octogone, il y a Majestic 12, donc un jeu où on joue des agents gouvernementaux du projet Majestic 12, aux États-Unis donc, qui vont couvrir les histoires d'OVNI. Alors je crois que ça a une esthétique années 80, si je dis pas de bêtises, mais je dis peut-être une bêtise parce que je l'ai pas encore lu. Il faut savoir que les illustrations sont de Guillaume Janté. Ensuite, alors là par contre voilà, si vous n'avez pas pledge au jeu que je vais citer maintenant, faites-le tout de suite. Je prépare mon clavier du coup. Vous avez jusqu'au début du mois suivant, c'est bien sûr Brindlewood Bay chez Storyline. C'est un jeu d'enquête où on joue des grands-mères fans de romans policiers. En PBTA. J'ai eu au moins 4 sources différentes en termes de personnes, de serveurs Discord. J'ai eu 4 sources d'informations différentes pour me prévenir que c'était en cours, tu vois.
Pledge. Ouais. Et là, pour le coup, quasiment tous les gens disent faudrait que j'y pense demain. Faut pas faire. Ouais, eh bien sachez que le dernier jour pour Pledge, ce sera le jour d'Halloween, encore un signe de qualité, j'ai envie de dire. Voilà. Donc vous avez jusqu'au 31 octobre à 23h59 pour Pledge sur ce jeu. Donc 6 jours si vous écoutez l'épisode à sa sortie. Les 2 derniers jeux, je vais les balayer assez vite, puisque on en a déjà parlé ici. Le premier, c'est Sélène Obscure de Maison Nébuleuse. Je n'ai pas d'option de ne pas prendre ce jeu, vous le savez, hein, de toute façon. Petit coucou, du coup, à Valentin Daniel, bien sûr, tant qu'à y être. Et le dernier, nous en avions déjà parlé, c'est Un jour de plus d'Adnam 6. Sûr. On est à 10, c'est bon. Enfin, 10 moins 1, mais 10 quand même. Ce sont mes pledges en attente. Vous le saurez, comme ça. Voilà. C'est l'influenceuse. Peut-être, je ne sais pas. Sauf si tu as encore des choses à dire sur mes beaucoup trop nombreux pledges. Non, rien de plus à ajouter. Très bien. Eh bien, on va passer à la suite. Et j'ai une petite question d'introduction, enfin une question indice, moi, comme j'aime bien dire, pour toi, Alice. La question, tu la connais déjà. Si vous étiez sur le serveur Discord, elle était déjà là le 18 au matin, comme doivent l'être les questions indices, normalement, s'il n'y a pas de problème. La question est la suivante. Quelle est ton histoire de voisinage la plus notable ? Pour le coup, vraiment, je n'ai quasiment jamais eu la moindre interaction avec mes voisins, que ce soit quand j'habitais en maison ou quand j'habitais en appartement. J'aurais pu être dans un quartier fantôme, je ne me rendrais pas compte. En fait, tous tes voisins sont morts et tu vis dans une zone radioactive depuis des années, mais tu es immunisé. C'est-à-dire que, alors je vais pouvoir potentiellement dire un peu plus après, mais de prime abord, quand j'ai lu cette question, moi, techniquement, l'interaction la plus notable que je peux avoir avec des voisins tout au long de ma vie, c'est quand j'étais petite, le quartier dans lequel on habitait en maison, du coup, et on avait une voisine qui était juste plus bas que nous, qui était en pente, où j'entendais toujours la réputation, notamment du reste de ma famille, qu'elle était très mal polie, qu'elle était très désagréable, que moi, personnellement, à chaque fois que je passais devant chez elle, elle me disait toujours bonjour, elle était toujours très sympathique. Et c'est tout. Et c'est l'interaction la plus... Ah oui. Tu vois, je veux dire vraiment aucune interaction avec mes voisins. Après, techniquement, ça dépend ce qu'on appelle une histoire de voisinage, parce que il y a quelque chose de plus notable qui s'est passé dans le voisinage, donc Ouais. dans le quartier, dans ma rue, mais aucun de mes voisins, aucune des personnes qui habitaient là était concernée. C'est pas vraiment une histoire de voisinage. Bah vas-y, balance, maintenant tu m'en as trop dit, je veux savoir. Il y a quelques mois, au début de l'année, alors c'est pas du tout drôle, c'est pas du tout sympathique, il y a eu une fusillade dans ma rue, du coup. D'accord. Assez légère, Ouais. mais c'est ce qui était notable, parce que c'est quand même un quartier particulièrement tranquille. Bah Et ouais. d'ailleurs, personne du quartier était concerné, mais voilà. Les deux extrêmes, tu vois, soit j'ai rien, soit j'ai trop pas dire, tu vois. Effectivement. C'est voilà. Et toi, du coup ? J'ai une histoire assez incroyable, moi. Alors, ça remonte à il y a un peu plus de 10 ans, donc j'avais déjà un appartement sur Aix-en-Provence à ce moment-là. Et avec mon ex, on recevait un couple d'amis à la maison. Et je sais plus exactement pourquoi, mais une amie du couple, l'amie du couple, était partie, ça allait pas bien, et il y a mon ex, qui n'était pas mon ex, mais ma compagne à l'époque, qui a décidé qu'elle allait aller la chercher toute seule. Bon, alors peut-être qu'elle se sentait coupable et tout, je sais plus exactement, vraiment, je ne sais pas, hein, c'est pas... Et donc, elle est sortie en prenant mes clés, et elle a verrouillé de l'extérieur pour qu'on ne puisse pas sortir aussi. Sauf que nous deux qui restions à l'intérieur, on se disait, mais ce serait peut-être bien tout de même qu'on puisse être plusieurs à aller chercher la personne qui est partie. Et donc, il a fallu qu'on trouve un moyen de sortir de l'appartement, encore une fois au premier étage. Alors fort heureusement, après avoir essayé de défoncer la porte, ça n'a pas marché. On ne peut pas défoncer une porte blindée, et on ne peut pas vraiment démonter une serrure de porte blindée quand elle est verrouillée, malheureusement. Heureusement dans un sens, mais oui. Heureusement dans un sens, malheureusement dans notre cas. Mais il y avait des travaux dans alors je vais dire cour intérieure, mais c'est plus un puits de lumière qu'autre chose, de l'immeuble. Et donc, on a pu agripper une échelle qui était là dans les parties communes, qui faisait partie donc des outils des ouvriers qu'ils avaient laissés là. Hein. Et donc, mon ami a pu descendre pour aller chercher sa compagne à lui. Moi, je lui ai dit, mais moi, je reste là au cas où qui que ce soit revient ou quoi que ce soit. C'est pas que je veuille pas venir, c'est que je pense qu'il vaut mieux que quelqu'un reste ici. On ne sait jamais. Et pendant qu'il descendait, il y a une voisine qui est entendeuse du bruit, qui a ouvert sa fenêtre, qui a vu quelqu'un descendre par une échelle et qui a commencé à paniquer totalement. Il a fallu que je me justifie, que je me montre moi à la fenêtre pour dire non, vous inquiétez pas, c'est juste on est enfermé dedans, moi je reste à l'intérieur, lui il descend, voilà. Donc ça, c'est un peu cette anecdote-là qui est plutôt rigolote. Après, j'en aurais peut-être bien d'autres, mais celle-là, je pense, est la plus frappante. Oui, effectivement. Bon, je propose qu'on se lance dans le vif du sujet. Ouais. Donc,
Les indices. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu récent, puisqu'il est sorti en juin 2025, d'un jeu indépendant français, d'un jeu de morceaux de vie, qui est centré sur les émotions, et enfin, d'un jeu sans meneuse, vraiment, c'est pas du JDR. Il n'y a pas de dé non plus d'ailleurs, hein, mais c'est bon, n'explosez pas tout de suite. Au niveau des références, moi j'ai surtout vu 2 références, à savoir les Sims et Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. L'autrice dit que le jeu s'inspire de Cozy Town de Ray Nedjadi et de Pour la Reine d'Alex Roberts. Alors Pour la Reine, on connaît bien. Un jour, il faudra qu'on fasse un épisode dessus quand même d'ailleurs. Et Cozy Town, je l'ai survolé très très vite ce matin, si tu veux tout savoir, pour voir s'il n'y avait pas des sources d'inspiration un peu directes et qui n'étaient pas des idées originales du jeu dont on va parler aujourd'hui. Mais en fait, non. Cozy Town, c'est pour jouer une communauté, je crois, un petit peu isolée, au fil d'un an. Et donc on va faire des tirages de cartes pour savoir ce qui se passe à chaque saison. Et une fois qu'on a fait une révolution complète, je crois que le jeu s'arrête. Mais vraiment, je l'ai survolé. Il fait 22 pages, je l'ai survolé en 1 minute 30. Donc je ne pourrais pas dire. C'est plus au niveau des mécaniques que j'essayais de voir s'il y avait rien. Tu comprendras pourquoi. Oui, du coup, là. Oui. En tout cas, aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu qui s'appelle 2 rue des Mimosas, qui est écrit par Silphel. Il faut savoir que ce jeu est arrivé 2e ex-aequo. Alors, ex-aequo, ils étaient 4 ou 5, je ne sais pas tous compter. 2e ex-aequo au concours Il était une fois un petit jeu de rôle, édition 2024. Alors c'est un concours de jeux qui ne doivent pas excéder 500 mots. Et pour l'édition 2024, dans le jury, entre autres bien sûr, il y avait Gulix, qui est quand même bien connu du public rôliste francophone, et Simon Lee d'Angel Dust JDR. Là, naturellement, on va parler de la version qu'on peut acheter actuellement, donc une version illustrée et enrichie par rapport au jeu qui a été écrit pour le concours. Bien sûr. Et si le concours se finissait, je crois, le 15 septembre, en tout cas en septembre 2024, le jeu est donc bien sorti en juin 2025. On va d'abord parler un petit peu de l'autrice, parce que ça me semble important. Alors oui, juste avant, je voudrais citer mes sources. La plupart des éléments que je vais évoquer ont été dits dans l'épisode 113 de Radio Rollist. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Et évidemment, j'ai aussi fait quelques recherches de mon côté, tu peux t'en douter, notamment sur la page Itch.io de Silphel qui donne quelques éléments. Maintenant, il est possible que je commette des approximations ou des raccourcis, parce que j'ai pas pris de notes au fur et à mesure que je faisais ma recherche documentaire, donc c'est un petit peu ce que moi j'ai retenu, en plus de ce que j'ai trouvé. Ok, un peu à la bourre, voilà, mais je ne pense pas dire de grosses conneries, mais je préfère quand même mettre un petit disclaimer. Donc, Silphel ou Nadia, mais on va quand même rester sur son pseudo. J'ai aussi son nom, mais je vois vraiment pas l'intérêt de le dire dans le podcast, donc voilà. C'est une autrice indé queer et métissée. Elle est venue au JDR quand elle était adolescente, par Warhammer, mais ça l'a pas beaucoup enthousiasmé, et personnellement, je peux l'entendre. Je pense que Warhammer, quand t'es ado, c'est peut-être pas le meilleur jeu pour attaquer le loisir. Ça dépend de l'adolescence, quoi. Ouais, enfin quand même. Ah, il y a une ambulance qui vient chercher des gens qui ont joué à Warhammer adolescents. Voilà, pas de bol. Donc après, elle a joué un petit peu comme ci, comme ça, quoi, on va dire, mais sans être plus emballée que ça. Après, elle a fait du théâtre d'improvisation, et après, Apple Pen, Pineapple Pen, Pen Pineapple Apple Pen, elle a fait du GN, donc mélanger le jeu de rôle et le théâtre d'improvisation. Et là, alors je vais pas dire que ça a été une révélation, parce que ce serait peut-être complètement exagéré de dire ça, mais elle a pris beaucoup de plaisir à faire du GN, puisque les personnages et leurs émotions et leurs relations sont beaucoup plus au cœur de l'histoire qu'un scénario de Warhammer où, à part le chaos et les trucs, eh bien, ma foi, il n'y a pas grand-chose. Oui. Clairement, l'objectif de ces 2 jeux de rôle n'est pas le même. C'est ça. Dans sa vie civile, Silphel est psychopédagogue et elle utilise le jeu de rôle comme un média thérapeutique. Et il faut savoir un truc, Alice, c'est que moi, j'ai déjà parlé de Silphel dans ces micros, même si il me semble que j'avais pas cité son nom à ce moment-là, puisqu'elle est à l'origine des brochures militantes Ni vu ni merci et Histo mais pas sexiste. Je remettrai les liens en description. Ouais. Et je vous rappelle que en ce moment même, il y a un appel aux dons pour le financement des illustrations des brochures suivantes, à commencer par Histo mais pas raciste. L'idée, c'est en fait de pouvoir payer des illustrations pour Histo mais pas raciste. Je crois que l'objectif était de 320 €, quelque chose comme ça. Si jamais on dépasse ce montant-là, Silphel va garder l'argent pour financer les prochaines brochures. Oui. On parlait d'un peu tout ça dans l'épisode 23, donc si vous voulez réécouter l'épisode sur Péricles et bien voilà, c'est le dernier épisode que je faisais moi. Et voilà, Silphel, donc on en avait déjà parlé.
peut-être sans la nommer. Je crois que c'était sans la nommer. Il me semble, parce que c'est un collectif qui est fait, mais c'est à son initiative à elle. On va pouvoir parler du jeu maintenant. Oui. Je vais commencer par te lire le texte d'introduction, parce que quoi de mieux pour présenter un jeu que de lire de la façon dont lui-même se présente. Enfin, il me semble. C'est comme ça que je choisis une partie non négligeable de mes mises en bouche, donc oui. Eh ben voilà. Moi j'ai fait. Ah oui, la mise en bouche, tiens, très bonne interjection. Parlons-en de la mise en bouche. Ça renvoie au personnage qu'on a créé dans la partie test que j'ai joué. J'en parlerai un petit peu après. Ce qui est la façon dont on le fait quasiment tout le reste de mes mises en bouche d'ailleurs. Oui, ça je sais. Alors c'est parti pour le moment lecture. Aux 2 rue des Mimosas, il y a un vieil immeuble qui existe depuis près d'un demi-siècle. Il a survécu aux catastrophes naturelles, aux promoteurs, à la gentrification, etc. Sur 4 étages, 12 appartements se succèdent, tous habités par des gens comme vous et moi, qui ont leur jour avec et leur jour sans. Ce jeu vous propose d'aller à leur rencontre et d'explorer les émotions qu'ils traversent au quotidien. Voilà, ça c'est le texte de présentation. Le principe du jeu, quand même, que je voudrais résumer en une phrase, ça va être de raconter des courtes scénettes que vivent les habitants de l'immeuble, aux 2 rue des Mimosas. Et pour jouer à ce jeu, pas besoin de dés, il faut avoir un jeu de 54 cartes et quelques post-it. Il faut être de 2 à 6 et disposer, selon le manuel, d'1 à 2 heures de jeu. On commence par séparer le jeu de cartes. On prend les 12 figures d'un côté, les 30 cartes chiffrées de l'autre, et les 2 jokers, on va s'en occuper après, pour l'instant on les laisse à côté. On mélange les figures, on les dispose face cachée en 3 colonnes de 4 cartes pour représenter l'immeuble et ses 12 appartements sur 4 étages. On mélange les 30 cartes chiffrées. Si on veut faire une partie plus courte, on va en enlever 10 au pif. Dans cette pile-là, avec les cartes chiffrées, donc les 20 ou les 30 cartes chiffrées, on va mettre un joker à peu près au milieu et un joker à peu près à la fin. Et avant de se lancer, naturellement, on fait un point sur la sécurité émotionnelle, donc les lignes et les voiles, mais il y a aussi autre chose dont je vous ai parlé. Oui. Une notion qui est moins fréquente, c'est celle des phares. Les phares, c'est très simple, c'est ce qu'on a très envie de jouer. C'est de dire, moi j'ai envie de jouer une histoire comme ça. L'idée, c'est de pouvoir le poser et de dire, ok, on va essayer d'arriver à ce truc-là. Ce que je trouve assez cool. D'encourager, c'est assez sympathique. De se fixer un peu un objectif au loin. Le phare, du coup, le nom est bien trouvé, je trouve. C'est pas juste là j'aime bien ce qu'on est en train de faire, c'est cool, on continue. C'est moi j'aimerais bien que l'histoire aille dans cette direction. Oui, tout à fait. Il faut vraiment s'imaginer comme ce qu'on va faire sur la sécurité émotionnelle, sur les choses qui sont à éviter, mais dans l'autre sens en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, absolument. Ouais. Comme toujours, moi tu sais que quand je parle de petits jeux, j'explique pas en détail comment y jouer. Parce que si vous pouvez jouer au jeu juste en écoutant le podcast, c'est peut-être pas très intéressant. Je vous encourage à acheter le jeu, le lien est dans la description. Et ce que j'allais dire, c'est que c'est une réflexion que j'avais. Je crois que c'est quand j'ai fait l'épisode sur l'amnésie que j'ai commencé à me faire cette réflexion, c'est que je suis pas à l'aise avec l'idée qu'il y ait des podcasts qui puissent être suffisants pour se substituer, tu vois. Ah mais tout à fait. Pour moi, c'est un peu voler les auteurs. En plus, on parle d'un jeu indépendant. Oui. Tu vois, j'aurais aucun mal à le faire pour Donjons et Dragons, tu vois, typiquement. Mais ce serait pas à faire pour d'autres raisons, parce que ce serait trop long. Oui, absolument. Mais voilà. Donc là, faut savoir, voilà, le PDF, c'est prix libre à partir de 3,50 € et la version physique, c'est 10 € frais de port inclus. À un moment, voilà. Donc comment est-ce qu'on joue, bien sûr, à 2 rue des Mimosas. Donc une fois qu'on a fait cette préparation, on va jouer à tour de rôle. Et à notre tour, on a 2 options. L'option A et l'option B. L'option A, c'est retourner une carte figure, les 12 cartes qui sont posées face cachée, et de caractériser le personnage en répondant à des questions. Donc il y a une liste de questions, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais je ne veux pas les donner. J'en donnerai une. L'option B, c'est de choisir un personnage qui a déjà été retourné, ce qui veut dire que la première personne est obligée de faire l'action 1, forcément. Et on pioche une carte chiffrée qui va nous guider dans le récit d'un élément qui intervient dans sa vie quotidienne. Les couleurs, enfin je devrais même dire les symboles en fait, parce que les couleurs, bon voilà, des fois... Il y a certains jeux qui disent carte rouge et carte noire, tu vois, donc je vais plutôt dire le symbole. Le symbole correspond à un type d'événement. Ça peut être par exemple une habitude ou une rencontre. Je ne dis pas les 2 autres, vous achèterez le jeu. Et la valeur va être une émotion, comme la honte ou l'impatience. Donc tu peux avoir, par exemple, c'est l'exemple du manuel, donc celui-là je vais le donner, tu peux avoir un événement qui est une rencontre qui est associée à l'émotion de la honte. Et donc dans l'exemple du manuel, c'est quelqu'un qui d'un coup voit une personne et se retrouve totalement incapable de parler, tellement... Donc la personne a été flabbergasted, et donc a été incapable de parler, tellement waouh. Voilà.
Donc on interprète les émotions un petit peu comme on veut aussi, c'est ça qui est cool. Donc on continue comme ça, voilà, soit option A, soit option B, à tour de rôle, voilà. Quand on va révéler le premier joker, on peut plus faire d'action A, seulement des B. Et donc on continue à inventer des éléments de la vie quotidienne des personnages retournés, en pouvant pas en retourner d'autres donc, jusqu'à ce qu'on tire le second joker qui met fin à la partie. Enfin, pas tout à fait, puisque à ce moment-là, donc on a plus d'action possible en fait. On va à tour de rôle faire un épilogue par personnage, et puis ensuite, tous ensemble, on fait un épilogue pour l'immeuble, le destin de l'immeuble. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent provoquer la fin, ou c'est vraiment faut qu'il y ait les 2 jokers qui soient tirés à un moment? Qu'il y ait les 2 jokers qui soient tirés selon la base, c'est comme ça que la partie s'arrête. Après, bon, si on veut s'arrêter, on s'arrête. Hein, mais... Non, mais je dis ça parce que je me dis, ça fait. Là, de prime abord, ça peut faire des parties longues, quoi, si tu fais quasiment tout le deck de jeu. Bah, c'est donné pour 1 à 2 heures, et effectivement, ça va être, moi, le retour que j'ai à faire, c'est que ça nous a fait plus que ça. Mais je vais venir après. Cela dit, c'est le moment du bilan, tu vois, j'ai déjà fini tout ce que j'avais à dire sur le jeu, ou presque. Donc pourquoi c'est bien, déjà ? Donc le jeu peut être utilisé dans le cadre de sessions thérapeutiques et ou pédagogiques, puisque en fait, au début de l'ouvrage, donc je rappelle bien entendu que Sylphel est psychopédagogue, donc c'est un petit peu normal qu'on puisse voir ces notions-là, mais en tout cas, au début de l'ouvrage, il y a une liste des fonctions cognitives et émotionnelles qui sont travaillées par le jeu. Et je vais les citer, puisque c'est quand même intéressant. Oui, très bien. Donc la flexibilité, puisque, ok, par exemple, tu vas déterminer un personnage, mais moi, je vais lui faire arriver quelque chose, et tu vas devoir faire avec, donc il va falloir que tu sois flexible par rapport à ma proposition. L'attention, puisque tu peux pas vraiment contredire quelque chose qui a été dit, le jeu ne le permet pas vraiment. La mémoire de travail. L'empathie, forcément, puisque le but, c'est de comprendre les émotions des personnages. Et la théorie de l'esprit. Alors la théorie de l'esprit, c'est pas forcément le plus clair, donc je me permets en 2 mots de définir ce que c'est que la théorie de l'esprit. Est-ce que tu sais ce que c'est déjà, toi, ou pas du tout ? J'essaie de réfléchir. Ça va. Là, je l'ai plus, mais j'ai déjà entendu le nom me dit quelque chose. C'est pas une question piège, t'inquiète pas. Non, mais je sais bien, mais je réfléchis en même temps, mais je sais que je l'ai déjà entendu, mais là, je l'ai plus. Donc la théorie de l'esprit en pédagogie, enfin surtout avec les enfants, c'est quelque chose que tu l'as un peu ou tu l'as pas du tout. En fait, c'est le fait de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un. Alors typiquement, tu vois, ça va être des exercices du genre avec les enfants. Tu prends un enfant très jeune, tu lui dis ben voilà, voici le personnage de Lucas. Lucas s'en va, il va aux toilettes. Pendant qu'il est pas là, il a laissé son doudou sur le canapé. Tu vois, regarde, je prends le doudou sur le canapé, je le mets dans son cartable. Et Lucas revient des toilettes. Est-ce qu'il sait où est le doudou ? Ben, un enfant en bas âge va dire bah bien sûr, il est dans le cartable. Oui. Et en fait, la théorie de l'esprit, c'est de pouvoir se dire, ok, alors, vu l'ensemble de ses connaissances, machin et tout, ce personnage-là ne peut pas savoir qu'il se passe ça. Bon, et bien sûr, c'est plus complexe que ça, voilà, mais en 2 mots, c'est ça la théorie de l'esprit. Mais c'est super intéressant, c'est bien parce que par rapport à la réflexion que je vais faire, du coup, je me souviens dans quel contexte j'en entends parler. Ouais. C'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas développé quand on est en bas âge et qui est aussi absolument pas développé chez la plupart, chez beaucoup d'auteurs de séries ou de films ou d'œuvres, parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup à beaucoup d'œuvres, Oui, c'est vrai. Oui. Beaucoup d'œuvres font l'erreur de se dire tant que le spectateur ou le lecteur ou l'actrice, la personne qui consomme l'œuvre a une information, tout le monde diégétiquement a l'information presque. C'est vrai. Et c'est dans ce contexte-là, du coup, que je vais te parler de ça. Je comprends. Moi, c'était dans la cellule. Je vais absolument pas citer la cellule du podcast. Voilà. Après avoir fait une partie test, du coup, je trouve l'utilisation des cartes vraiment très bien pensée. Les figures pour les personnages, c'est bien vu. Les appartements, donc, qui représentent schématiquement l'immeuble, je trouve que c'est une idée excellente. Et c'est ça que je suis allé chercher pour voir si c'était pas dans Cozy Town, s'il n'y avait pas déjà quelque chose comme ça. Mais en fait, non. C'est vraiment une invention, en tout cas, à ma connaissance, de Rue des Mimosas. Peut-être que Sylphel l'avait déjà repris d'ailleurs, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Pareil, le fait que chaque symbole regroupe un type d'élément, je trouve que c'est très bien, enfin un type d'élément qui arrive dans la vie du personnage, pas un élément genre élémentaire. Oui. On est bien d'accord. Je trouve que c'est assez bien vu, quoi. Du coup, ce qui fait que tu as, par exemple, voilà, ça va être une rencontre joyeuse, une rencontre honteuse, une rencontre triste, une rencontre, une rencontre surprenante ou inattendue. Il y a 10 émotions, et donc ça va pouvoir teinter à chaque fois le truc. Je trouve que c'est assez sympa. L'utilisation du matériel, je trouve fantastique. Oui, c'est-à-dire que, à quelques rares exceptions, la plupart des jeux de rôle ont quand même un système d'aléatoire. Oui. Souvent des dés ou des cartes. Et des fois, tu sens qu'il y a un système, il y a
un système qui est privilégié sur l'autre pour des raisons plutôt statistiques qu'autre chose. Et là, on sent vraiment que c'est pas des cartes pour rien. Tu vois. Oui, non, puis vraiment, le matériel est utilisé à 100%, c'est-à-dire que dans Nécromancien hérétique, c'est la valeur de la carte que tu tires qui a une importance, c'est pas du tout sa couleur. Pas tu l'enseignes. Et dans, par exemple, La Voix du Corbeau, on parlait de Tim Roberts au dernier épisode, dans La Voix du Corbeau, c'est la couleur, pas le symbole, cette fois-ci la couleur. Si c'est une carte noire, si c'est une carte rouge, et sa valeur. Mais dans Nécromancien hérétique, selon ce qui s'est passé avant, le tirage que tu fais, c'est pour le passé, le présent ou le futur. Donc, ce qui fait que tu as 3 tables. Dans La Voix du Corbeau, tu vas avoir 2 tables, soit la carte est rouge, soit la carte est noire. Et là, non, t'as vraiment... t'as pas techniquement qu'une seule table, mais c'est comme si tu avais 4 tables de 10, quoi. Bah, c'est comme pour les jeux où c'est plus du tarot, comme Anamnésis, par exemple. Oui. C'est segmenté par chapitre. Oui, voilà, tout à fait. De toute façon, c'est séparé déjà de prime abord par enseigne. Mais là, non. Amont. Du coup, là, c'est vraiment... Et puis, il y a un côté très aléatoire, du coup, parce que contrairement à Anamnésis, par exemple, qui va avoir une structure assez linéaire. C'est toute la limite, d'ailleurs, et c'est ce qui est très présent, d'ailleurs, ce qui se remarque énormément quand tu vois des hacks d'Anamnésis, ou même pour tirer... Mais à l'exercice, très vite, tu vois très vite le squelette. Que là, c'est vraiment très fluide. Tu dis, bah tiens, je tire une carte pour ce personnage, parce que tu dois nommer le personnage avant de tirer la carte, par contre. Tu peux pas d'abord tirer la carte et dire, ah, une rencontre honteuse, à qui je vais la mettre? Non, je tire une carte pour Robert, mettons. Je tire une carte pour Robert. Ah, une rencontre honteuse. Je ne savais pas. Robert va faire une rencontre honteuse. Donc je trouve ça assez cool, parce que effectivement, on ne sait pas tellement comment va se passer la partie, et c'est assez intéressant. Par contre, du coup, j'ai quand même quelques petits griefs, et encore, je pense honnêtement que les soucis viennent de nous pendant la partie test, pas du jeu en lui-même, mais je vais quand même exprimer tout ce que j'ai à dire. Et je mets un dièse là-dessus, je dis pas que c'est le cas de toutes les parties réalisées avec ce jeu, je parle uniquement de la partie que j'ai faite. La partie que j'ai faite a été très longue. On a mis un peu plus de 2 heures, peut-être 2 heures et demie, pour faire une partie courte, donc à 20 cartes. Et ce qui nous a posé problème, c'est un des items de caractérisation des personnages, puisque répondre à la question « qu'est-ce qu'elle a d'incroyable, d'impressionnant ou d'incongru ?» nous a presque systématiquement pris entre à peu près 5 et 10 minutes, en sachant qu'on a retourné 6 personnages sur les 12, et fort heureusement pas plus, ça fait déjà beaucoup de temps. Mais comme j'ai dit, je pense vraiment que le souci vient de nous, qu'on a peut-être trop intellectualisé, qu'on a été trop dans le contrôle, et qu'on s'est pas tout à fait laissé porter. Le truc, c'est que le wording, quand même, suggère quand même qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Oui, donc... Qu'est-ce que la personne a d'incroyable, d'impressionnant ou d'incongru? Une fois que on s'est dit, bon, qu'est-ce que le personnage a de remarquable, on a quand même gagné en fluidité, quoi. C'est drôle, je me fais une parenthèse là-dessus. Je trouve ça très drôle que ce mois-ci, l'une des remarques qui peut être faite sur le jeu, c'est que dans le cas de l'expérience personnelle de la partie test, c'était plus long que prévu. Oui. Sachant que le mois dernier, l'un des problèmes de la partie test, c'est que c'était beaucoup plus court que prévu. C'est vrai. Bah ouais. Voilà, mais encore une fois, je pense que ça vient de nous. Que on a peut-être un peu trop cherché à faire un récit cohérent, et que du coup ça allait pas. Moi, sur la fin, vraiment, je prenais tout ce qui me passait par la tête, je l'assemblais pour faire un personnage qui était complètement hétéroclite, et ça me semblait mieux. Ouais. Je pense que c'est ça que vous voulez faire le jeu. Qu'au début, on essayait de faire quelque chose d'assez cohérent, quoi. Il y a peut-être des jeux, mais du coup, de manière générale, des productions créatives, hein, tu vois, des exercices de création, qu'il vaut mieux faire en étant très fatigué, en étant dans l'état second, peut-être. Alors non, j'étais justement très fatigué, moi, donc... Ah bon, bah du coup, ça marche pas. Voilà, non, effectivement. Et je vais quand même donner le retour aussi de mon épouse, c'est avec elle que j'ai fait la partie test. Elle, ce qui l'a le plus gêné, c'est qu'elle voyait pas vraiment de but, de finalité. C'est-à-dire qu'elle produisait de la fiction, mais elle savait pas vraiment où ça allait aller, tout. Et donc, ça l'a perturbé un petit peu. Et c'est pour ça que, du coup, ne sachant pas où elle allait, elle s'est dit, autant faire une base très très solide. Et donc, parfois, on passait 10 minutes pour retourner une carte. Mais voilà. Écoute, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le jeu. Est-ce que tu as des questions, des remarques ? Non, c'était assez clair. Comme tu dis, de toute façon, on a assez vite fait le tour. Oui, c'est un tout petit jeu, hein, c'était l'intérêt. Ouais, bien sûr. Et est-ce que je t'ai donné envie d'y jouer ? Oui, justement, c'est là où j'allais essayer de venir, comme quoi,
un petit jeu, c'est suffisant. Toi, je savais rien du jeu, juste le nom du coup, parce qu'on en a parlé, mais je n'étais vraiment pas du tout, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ouais. Là, tu vois, on est encore en train d'enregistrer. Il se trouve que l'onglet est ouvert et je suis sur la page de panier. Voilà, je pourrais pas. Moi, je l'ai en physique, donc je pourrais même pas t'envoyer le PDF, mais voilà. Voilà. C'est bien, c'est bien. Enfin, tu l'achèteras demain, quoi. Oh là là, quel troll cette scène, vraiment, c'est terrible. Non, mais en plus, ça, il y a plein de. Enfin, pour des contextes suivants, Pledge mis à part, lancement mis à part, parce qu'on en a déjà parlé. Oui. Il y a plusieurs. Là, j'arrive à un stade où il y a une liste qui commence à être longue de jeux de rôle que je vais acheter sans aucun problème. Pourquoi c'est pas encore fait, je ne sais pas. Mais... Alors moi, je sais, voilà. par manque de sous. Moi, j'ai quelques onglets de jeux à acheter ouverts. Je sais que c'est par manque de sous. On me dira, je prendrai plus tard, machin et tout. Notamment à certains jeux de créateurs français qu'on a déjà évoqués. Effectivement, de la pré-order de financement que je n'ai pas pu participer, mais je peux quand même précommander les jeux. Et un certain petit jeu d'un éditeur dont on a beaucoup parlé, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et voilà. Ah oui, Arcana, tu veux dire? Ouais, voilà. Il faut dire les choses à un moment. Non, je cherchais la phrase, mais j'allais le nommer au bout d'un moment. De toute Oui, façon, bien mais, sûr. Ça fait, je sais plus quand est-ce, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais depuis qu'il est sorti. Et je me souviens un peu parce qu'on était, je sais plus ce qu'on a enregistré, si c'était un épisode ou si c'était chez Ossium, mais je me souviens que j'étais en enregistrement quand j'ai découvert qu'il sortait. Bah, c'était peut-être Magie de minuit, du coup. Ouais, bah oui, sûrement. C'était sur Épisode 21. À chaque fois que je parle jeu de rôle avec quelqu'un, genre, allez, 1 fois sur 3, et ça dépend du sujet, je finis la discussion à réouvrir l'onglet Arcana. Va falloir que j'achète un moment quand même. Bah oui. Moi, j'ai pas prévu de l'acheter pour l'instant, donc voilà. Mais pas parce qu'il m'intéresse pas, hein, juste que j'ai déjà plein d'autres choses à faire. Je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup que je continue d'acheter des jeux, parce que j'ai déjà pas le temps de lire tout ce que je prends. Non, mais il y a de ça, mais déjà, entre le biais global Angel Dust des JDR, Oui. où, depuis le moment où je me suis rendu compte que une partie non négligeable du catalogue était soit dans ce que tu avais prévu ou ce que j'avais prévu de parler, je me dis, on va faire confiance à la suite. Oui. Nom, la thématique, Oui. le fait qu'il est connecté à un article, justement, parce que Angel Dust fait aussi des articles, Oui. du coup, qu'ils ont rattaché à une notion de lunar punk qui m'a beaucoup titillé l'esprit. Très attrayé par tout ça. Pour faire la conclusion de manière un minimum respectueuse pour le jeu, en l'occurrence, oui, de Rue des Mimosas, j'ai clairement très envie d'y jouer. Vu que j'ai acheté plein de d'arrows en plus, j'ai des jeux de cartes sous la main. Oui, après, c'est pas des cartes de tarot, là, c'est des cartes de jeu normal. Oui, mais suffit de trier. Disons que c'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. Non, le seul problème, c'est que dans les jeux de tarot, il n'y a pas de joker. Mais tu prends 2 arcanes. Oui, tu prends 2 arcanes. Tu les considères. Tu prends le mât et le monde, et voilà, c'est bon. Voilà. Bien sûr, d'un jeu de rôle qu'il est grand temps que j'achète. Il y a aussi Magie de minuit que j'ai toujours pas acheté d'ailleurs. Ah bah, il serait peut-être temps, oui, effectivement. D'ailleurs, ça va être en passant pour compléter. Mais oui, voilà. Tu serais venu à Octogone, tu l'achetais, et Mommy te le dédicaçait. Mais voilà, ça aurait été fantastique. Le seul truc que j'ai failli faire qui m'aurait permis de pouvoir venir sans pour autant être un peu ric-rac en termes de moi, parce que je ne pouvais pas je pouvais pas prendre une chambre sur place, c'était pas possible. Ouais. C'était d'être en décalage et d'arriver, vu que Octogone est en 24 heures sur 24, oui. Les billets sont par jour. Voilà. C'est-à-dire d'arriver dans l'après-midi et de partir le lendemain à 8h, tu vois, ce genre de truc. C'est ce que j'ai failli faire, mais ça s'est pas fait, quoi. Mais c'est ce que j'ai failli faire, quoi. Je suis arrivé à 13h, je suis parti à 20h. En plus, c'était chiant parce qu'en termes de train, les trains les moins chers. Disons que Paris, je me suis rendu compte aller à Marne-la-Vallée, c'était pas si chiant que ça. Oui. Sur Aix-en-Provence, sur Marseille, il n'y a pas vraiment de truc excentré, ou alors c'est que excentré. Oui. Lyon, par contre, la gare. La gare d'aéroport. Les trains pas chers. Ouais, c'est super loin. Ah, moi, j'ai payé 70 balles de billet de train. Aller-retour. Pour faire Marseille-Lyon, hein, pour vous dire, moi, la dernière fois que je suis sur Marseille, alors juste aller et retour pour aller faire Paris-Marseille, j'ai fait 40 €. Quoi. Oui, voilà. Les prix des billets de TGV, ça Moi, j'ai fait l'aller à 30 €, le retour à 42, je crois, un truc comme ça. Voilà. Pour faire l'aller-retour à Lyon dans la journée. Toujours est-il que, voilà, FAQ, voilà. Considération mise à part, FAQ, chat sur la table, d'abord. Vas-y, viens, Dadou. Ça vient, Dadou. Bonjour, Dadou. Tu miaules dans les micros, Dadou? Non, il miaule pas. Il ronronne. Donc, une question de la petite Célène. Je ne sais pas qui c'est. Dans l'épisode des 3 trolls consacré à l'immersion, donc l'épisode 15 de 3 trolls, il y a une idée qui germe, à peu près vers la fin.
quant à la capacité d'être en immersion dans du JDR à distance, qui serait peut-être reliée à la pratique majoritaire qu'on a eue lors ou autour de notre découverte du loisir. Donc, ma question, puisqu'il n'en est pas une, encore une fois, l'idée, ce serait de savoir exactement quelle a été la nature de nos pratiques rôlistes, donc en présentiel ou en virtuel, au cours de notre expérience rôliste, de façon globale, pas forcément juste au début ou juste maintenant, et de se positionner donc par rapport à l'idée qu'a germé, pour essayer de voir si il peut y avoir quelque chose à creuser de ce côté-là ou pas, bon, sachant que on est évidemment au niveau de l'anecdote personnelle, mais une anecdote plus une anecdote, au bout d'un moment, c'est un faisceau de témoignages. Donc, ça. Contribuons à la science. Pour les personnes les plus assidues, ça permet de faire de connexion parce que techniquement, c'est un sujet qu'on a effleuré sur plusieurs FAQ, qu'on a beaucoup parlé de notre expérience, des premières fois, tout ça, donc ça permet d'un peu recentraliser un petit peu C'est ça. le propos de manière directe. Est-ce que tu préfères commencer ? Est-ce que tu veux que je le fasse ? Non, vas-y, je t'en prie. Pas de problème. Donc moi j'ai d'abord découvert le jeu de rôle sur table, comme je l'avais déjà dit. J'ai essayé d'organiser une session sur table, c'était catastrophique, comme je l'ai aussi déjà dit. Et en fait, après coup, je me suis mise à jouer à Neverwinter Nights sur Internet, et c'est là que j'ai rétro-ingénieré les règles de Donjons et Dragons, et que ça m'a permis de les comprendre aussi, parce que c'est quand même velu, c'est saloperie, comme mon chat. Et ce qui fait que l'essentiel de ma pratique rôliste à mes débuts, ça a été via un jeu vidéo, au final. Donc, qui utilisait les règles de donjon et tout. Donc, voilà, je veux dire, de ce côté-là, il n'y avait pas de très grosse différence avec le fait de faire des parties sur table. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y avait peut-être une immersion qui était supplémentaire par tous ces outils de médias, les calculs qui étaient faits automatiquement et l'interface et tout ça. Il n'y avait pas vraiment. Les règles n'étaient pas exactement les règles de Donjons & Dragons 3.5, mais suffisamment proches, de la même manière que Baldur's Gate 3, ce n'est pas exactement les règles de Donjons & Dragons 5, tu vois. Mais voilà, suffisamment proche pour quand même avoir une expérience qu'on puisse qualifier de donjonesque, mais aussi la machine ne se trompe pas dans l'interprétation des règles, par exemple. Oui. Alors peut-être que c'est programmé d'une certaine manière et pas d'une autre. Par exemple, les potions de soin qui sont une action bonus. Mis à part le cas concret d'un jeu vidéo qui se base sur un jeu de rôle, comme par exemple le cas des différents RPG qui sont inspirés de Donj, de manière générale aussi sur la notion de roleplay, des RPG de manière générale, quand il y a une machine impliquée, et d'ailleurs on remarque que dans les jeux de société sur plateau, il y a de plus en plus de petits trucs d'applications qui vont avec d'ailleurs, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des jeux de rôle un jour qui du coup nécessitent de l'informatique aussi. C'est que tu peux avoir du mathématique, du calcul beaucoup plus complexe. Oui. Genre de choses que tu pourrais pas faire à la main parce que ce serait chiant. Oui. Comme un certain Anima Beyond Fantasy. Un certain jeu, voilà. Ouais. Voilà, Anima en jeu de rôle, ça se trouve, ça n'aura plus de problème. C'est vraiment la façon dont les gens en parlaient. C'était ah oui, Anima, faut que tu joues avec la calculatrice sur les genoux. Quoi. Voilà. Donc effectivement, si tout était informatisé, ce serait probablement un jeu qui est beaucoup plus accessible. Mais bon. C'est une petite parenthèse, mais effectivement, comme je disais, en plus, ça ne se trompe pas d'interprétation des règles. Mais c'est à double tranchant parce que du coup, la machine ne se trompe pas d'interprétation des règles, mais du coup, elle n'est pas modifiable. Oui. Sur l'interprétation de ces règles. Tout à fait. Bon, après, c'est un petit peu débattable, mais il faut déjà avoir une compétence bien supérieure pour modifier l'interprétation qu'a la machine des règles que de dire « Oh, cette règle-là, on la fait pas ou on la fait comme ça. » C'est sûr. Ça demande une compétence technique qui n'est absolument pas la même. Mais voilà, moi, pendant plusieurs années, j'étais très très assidu dans ma pratique de Neverwinter Nights sur des modules roleplay persistants. Encore une fois, Epicus, coucou. Mais ouais, je dirais que ça a vraiment été le début de ma pratique rôliste où vraiment, en fait, je tapais des messages textuels derrière un avatar, quoi, au final. Donc, en termes d'immersion et tout, c'était assez... Tu vois, les apartés, je ne pouvais pas les avoir. J'étais toujours avec mon personnage dans la fiction et tout. Alors, là où je dirais qu'il y a quand même une différence d'immersion, c'est que des fois t'as des choses qui sont purement mécaniques. Tu vois, ça m'est arrivé de faire des sessions pour augmenter le niveau de mon personnage, tu vois, tout simplement. Donc on était aussi parfois juste dans une approche totalement mécanique du truc et on n'était pas dans le récit. Je veux pas non plus en dresser un portrait complètement idéaliste. D'autant que les maîtres de jeu du module avaient dit ouais, quand on voit du bon roleplay on le récompense par de l'expérience, et du coup je me suis amusé à jouer un personnage qui était pacifiste mais jusqu'au bout des ongles. Je n'ai jamais gagné un point d'expérience. Mon personnage est resté niveau 2 du début à la fin de son existence.
Mais du coup, qu'est-ce que... bon, après, je vais continuer. Donc, la suite de ma pratique, hein, on la connaît. J'ai fait du jeu de rôle sur table quand j'étais en seconde, avec un ami, puis 2, puis 3. Voilà, donc on a commencé à avoir beaucoup plus de parties sur table. Et puis, moi, il s'est avéré que en plus, à ce moment-là, les différents serveurs sur lesquels j'étais, ça se passait plus ou moins bien aussi. Donc, voilà, je dirais vraiment la très très grosse bascule, je dirais que c'était 2011-2012 peut-être, où j'ai complètement délaissé le jeu de rôle via jeu vidéo de rôle, d'accord, hein. Je parle pas encore du jeu de rôle virtuel, au profit du jeu de rôle sur table, et ça va être, je dirais, autour du confinement que je me suis remise à faire essentiellement du jeu de rôle à distance, comme tu le sais. Mais bon, là, je suis à nouveau active dans un club à côté de chez moi. Enfin, en tout cas, sur Marseille, pas si à côté de chez moi que ça, mais ça va quand même, on peut y aller à pied, toi-même, tu sais. Pour avoir déjà fait le trajet un soir après Pride, donc où j'avais déjà beaucoup marché. Oui, c'est faisable. Tout à fait. Là, actuellement, je dirais que je suis 50% sur table, 50% à distance. Et donc, ça, c'est un peu ma trajectoire rôliste en termes de pratique présentielle, virtuelle. Voilà, je pense que ça schématise à peu près. Bon, il y a sûrement des approximations parce que j'ai pas pris le temps de faire un tableur exhaustif de chaque jour de ma vie où j'ai joué, hein, mais bon, voilà, on s'en contentera. Et qu'est-ce que, du coup, ça dit de moi sur ma capacité d'immersion dans le jeu de rôle physique ou dans le jeu de rôle virtuel ? Eh ben, c'est pas très clair, malheureusement. Peut-être que le fait d'avoir personne autour de moi, ça me permet de me représenter plus une situation, de m'immerger. Tu vois, ce que je pourrais pas vraiment faire sur table, à moins de paraître pour quelqu'un de vraiment très très étrange, je pourrais pas fermer les yeux et imaginer que j'y suis en entendant juste la voix des gens dans mon casque. Ce que je peux faire, et ce que je trouve parfois très agréable. Maintenant, je vais être très honnête, moi l'immersion, c'est pas vraiment l'alpha et l'oméga de ma pratique rôliste. Ça dépend des jeux, en fait. Oui, il y a des jeux où c'est beaucoup plus évident, quoi. Quand je joue à Donjons & Dragons, qui est un jeu où l'immersion est vraiment pas le but, je cherche pas à m'immerger. Quand je joue, par contre, à Mnemosyne, la première partie qu'on a faite, elle était sensationnelle, parce que justement, j'avais fait cet effort-là d'être dans l'immersion dès le début, même de la façon dont on a démarré la partie. Dire, voilà, j'ai ce document-là devant moi, visiblement, je suis censé vous le lire. J'étais déjà en personnage, j'étais en personnage du début à la fin. Non, puis c'est sûr qu'il y a des trucs qui s'y prêtent plus que d'autres. Oui, absolument. Et puis des tables qui diffèrent, parce que c'est vrai que tu as pris l'exemple de Donge. Donge est toujours un cas particulier dans le sens où il est tellement au-dessus du reste dans l'idée des gens que, après, du coup, les tables sont très différentes. Mais c'est vrai que le système en tant que tel, effectivement, n'a pas le focus là-dessus, quoi. Mais tout à fait. D'ailleurs, je parlais de ça avec un ami, effectivement. Je disais, moi, évidemment, mon propos, c'est de dire, mais c'est quand même malheureux de jouer à Donjons & Dragons toute sa vie et de ne jouer qu'à Donjons & Dragons toute sa vie. Je ne reviendrai jamais sur ses propos, mais il m'a apporté un contre-argument qui était intéressant, qui était, après, il y a autant de façons de jouer à Donge que de table de Donge. Je dis, tu as raison. Et si vous entendez du bruit, c'est le chat sur la table. Là, je pourrais pas l'enlever plus que ça. Au bout d'un moment, c'est la 4e fois qu'il revient. S'il veut venir, il vient. Et c'est aussi rassurant pour certaines personnes de maîtriser complètement l'aspect technique d'un jeu. Et une fois qu'il y a cette barrière-là qui est enlevée, on peut s'immerger dans le truc. Je dis, oui, mais bon, si tu prends un jeu qui a un système de résolution hyper simple que je peux t'apprendre en 5 secondes, c'est peut-être plus simple. Ouais, mais bon, après, voilà. Mais il y a un côté pantoufle, en fait, tout simplement. Tu mets tes pantoufles, et puis voilà. Ce que je comprends, mais moi, j'ai besoin d'autre chose, quoi, c'est tout. Sans forcément donner d'exemple pour pas digresser non plus sur les faits de société, mais c'est un élément qui se regroupe dans plein de sujets différents, pas que dans le multimédia, mais c'est le privilège du mainstream. Oui. Le privilège de la voix est déjà trashée. Typiquement, dans Donge, non seulement beaucoup de gens connaissent, tu peux très facilement trouver des gens que ça intéresse, il y a plein de ressources qui ont été faites, plein de ressources fans. Même si c'est un système qui n'est pas simple en tant que tel, de facto, dans l'état du jeu de rôle actuellement, c'est simple de jouer à Donjon. C'est pas toujours facile, mais c'est simple. Oui, l'onboarding n'est pas forcément évident, mais effectivement, il y a 1000 façons de jouer à Donjon & Dragons. Ouais, mais même, tu joues à Neverwinter, à Baldur's Gate 3. Voilà, quoi. Mais il y a plein de gens qui ont joué à Baldur's Gate 3 parce que le phénomène que ça a été, qui ensuite se sont tournés vers le jeu de rôle en disant, j'ai envie d'essayer, quoi. Bon, alors là, du coup, je fais un peu une prétérition parce que j'ai dit que j'en parlais pas, puis finalement, j'en parle, mais tant pis. Je vais prendre un autre exemple, quand même, du coup, qui n'a rien à voir en termes de fait de société. C'est un peu, je compare ça avec le fait, par exemple, d'être vegan, typiquement. Un régime alimentaire vegan n'est pas plus compliqué qu'un régime alimentaire carniste. Oui. Dans notre société, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est un peu ça le comparatif en tête. Et même sans aller là-dessus, le fait de ne pas boire d'alcool, par exemple. Oui, typiquement. Ouais.
C'est-à-dire, tu fais tout comme tout le monde, mais tu bois pas d'alcool. Donc, je reviens un petit peu, parce que bon, là, j'ai pas noté, on se doute bien que là, c'est vraiment plus une discussion entre nous. Alors, soit je te laisse y répondre, soit je continue d'essayer un petit peu de développer et on voit ce qui ressort. Je sais pas ce que tu préfères faire. Comme tu le sens, si tu veux, je peux commencer à enchaîner de mon côté. De toute façon, moi, il y a la question... J'ai fait exprès de ne pas y réfléchir trop à l'avance, mais j'avais quelques pistes. Et les pistes ne sont pas forcément en lien avec les unes avec les autres, donc ça peut être un petit peu décousu, si tu veux. Donc ça peut être très pratique dans le cadre de discussion. Alors, ouais, je pense que ça va ouvrir la discussion. Moi, je vais juste finir parce que j'ai dit quelle facilité je pouvais avoir pour m'immerger quand j'étais en distanciel, versus ce que je peux pas faire forcément à table. Comme je te dis, fermer les yeux, me mettre ma petite musique aussi. On en parle des fois de ça. Moi, j'ai ma petite musique à ce moment-là. Pour me mettre plus dans le personnage, dans l'émotion, dans la scène, dans le truc et tout. Bon, voilà. À l'inverse, du coup, moi, les parties où je me suis senti le plus immergé, c'était sur table. Je l'avais déjà cité dans les meilleures parties, mais la partie où on était totalement en convergence, où on devait faire de la philosophie morale, pour essayer de rejoindre une société secrète, moi, j'étais à fond dedans, quoi. Très clairement, c'est une partie qui aurait pu avoir lieu, je pense, en distanciel, tu vois. Je dis pas que c'est exclusif, mais il y avait un truc de pouvoir se tourner, de tenir deux conversations en même temps, de parler au MJ, machin et tout. Enfin, je sais pas, le dispositif à ce moment-là marchait. Je réfléchis à d'autres parties où je me suis senti particulièrement en immersion. Alors oui, je dirais quand même que le jeu de rôle d'horreur avec moi marche mieux sur table. Pour peu que le MJ ou la MJ décide d'y mettre un peu de corporel, tu vois, de marcher, de tourner autour de nous, de se pencher au-dessus de notre épaule, tout ça. Des choses que tu peux pas tellement faire à distance. C'est assez malheureux de finir comme ça, mais j'ai presque envie de dire, au final, c'est un partout balle au centre, quoi. Et en même temps, je peux m'immerger je peux essayer de me projeter beaucoup plus facilement dans une situation à distance, mais en même temps, je peux aussi très facilement me distraire. Oui. Quand je suis sur mon ordi, je peux aller regarder un truc. Voilà, moi, ça m'arrive, il y a un temps mort, je fais une partie d'échecs. Enfin, vraiment, c'est terrible. Ça fait partie des trucs où je comptais y venir pour le coup, effectivement. Voilà, je te donne la parole, écoute, ça tombe bien. Je peux continuer là-dessus, je ferai une historique à un moment. Une fois encore, j'avais pas d'ordre spécifique, mais c'est vrai que moi, comme c'est pour ceux qui connaissent bien le podcast, moi j'ai quand même principalement fait du jeu de rôle à distance. Je fais très peu de présentiel. Je vais revenir sur ce truc, c'est pas inintéressant, mais je suis beaucoup plus habitué au virtuel. Et moi qui est surtout un trouble, moi qui ai un TDAH, moi qui ai un problème d'attention, surtout qui fait des parties de jeu de rôle tard, souvent c'est tard par la force des choses, le soir. C'est toujours une libération quand j'ai des parties, des one-shots qui se font en après-midi ou même le matin. Ça change tout, en vrai. Parce que quand tu finis une partie à 2-3 heures du matin, t'es déjà plus dedans, déjà. Discutable, mais j'entends. Donc, ça dépend de ton horloge interne, si tu veux. C'est vrai moi qui sois un peu de problème d'attention, être en distanciel, c'est infernal. Et ça, c'est quelque chose... je confie un peu, c'est quelque chose que je vis mal par rapport à moi-même, si tu veux. C'est-à-dire que moi qui suis tellement, comme si vous avez écouté l'épisode sur Death of the Author, qui suis très dans le bleed, qui suis très dans mes personnages, tout ça, c'est vrai que je me rends compte que dès que la partie est un peu en longueur, si je suis toute seule devant mon ordi, je perds mon attention, c'est incroyable. Très vite, je vais papillonner à droite à gauche, mon attention va être divisée en deux. Et c'est moins le cas en présentiel que j'ai fait en présentiel, parce que t'es... Entre guillemets, c'est un peu dommage de le dire comme ça, mais tu te vois, donc tu te tiens tranquille, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, j'aime pas le terme d'injonction, mais on va dire que tu as une espèce d'injonction sociale à être autour du jeu, puisque tout le monde est autour du jeu. C'est ça. C'est pas tu te tiens tranquille, c'est juste la situation sociale, voilà, le schéma, comme on dit en psychologie sociale, le schéma, c'est de s'occuper du jeu. Oui. Et quelqu'un qui serait, par exemple, sur son téléphone va être mal perçu. Oui, c'est ça. Un autre inconvénient beaucoup plus essentiel en termes d'immersion, c'est que autant on peut jouer son personnage avec sa voix, ce que moi d'ailleurs je ne fais pas assez, je trouve, mais ça c'est encore autre chose, autant quand on est en distanciel, on ne joue pas son personnage avec les gestes. Oui. On décrit des gestes d'ailleurs de manière très difficile des fois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à une époque, je m'étais dit, allez, maintenant, dorénavant, je mettrai toujours ma cam quand je suis en jeu de rôle. Oui. Sans pression pour autre chose, ce que je ne fais pas. Ce que finalement je ne fais pas. Mais parce que tu n'allumes pas la lumière aussi. Même maintenant, j'ai une lumière pas loin maintenant. Donc parce que je me rappelle d'un certain épisode de podcast où on était invité. Oui. Et je disparaissais au fur et à mesure. À la fin, tu ne te voyais plus du tout.
Mais c'est un truc faudrait que je reprenne parce qu'en vrai la caméra c'est petit. Non mais en vrai le fait que je m'étais décidé à mettre ma caméra quand je fais du jeu de rôle et que finalement en distanciel finalement je le fais plus trop, il y a une réponse très simple, hein, il est sur la dysphorie, hein, tout simplement. À partir du moment où je suis pas, au meilleur, enfin je vois mon retour si tu veux donc faut que je sois déjà bien, tu vois? Pour que je la mette donc c'est pour ça que la séance ne se fait pas, mais ça, c'est encore une toute autre discussion. Mais l'idée, en tous les cas, je valide toujours l'idée, même si je ne l'applique pas encore, de mettre la caméra pour faire un peu plus jouer là-dessus. Puis, dans mon cas très personnel, ça peut aider aussi pour la concentration. Pour revenir un petit peu en arrière sur la question, sur le début de discussion de base, l'historique, tu vois, en termes d'immersion, c'est très intéressant parce que j'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps, tu vois, Ouais. indépendamment de la question, sur c'est quoi parce que le jeu de rôle en tant que tel, voilà, c'est un groupe nominal qu'on associe à une pratique bien spécifique, mais voilà, jouer un rôle. En vrai, faire du rôle, faire du rôlistique, il y a plein d'autres cas de figure où on le fait et moi, la dernière fois que ce genre de choses a été évoqué dans le podcast, je m'étais arrêté au fait que, bah, moi, j'ai fait du théâtre avant même de savoir que le jeu de rôle existe, j'ai fait du théâtre pendant des années. Oui, oui. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte aussi que beaucoup de jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer dans ma vie, même des trucs qui n'étaient pas forcément des RPG, j'ai souvent rajouté une surcouche rôlistique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux vidéo, quand je joue à des jeux, théoriquement, dans ma tête, rôlistiquement, je joue le rôle de quelqu'un qui joue à ce jeu-là. Oui. J'ai des personnages, voilà, truc de jeu, et donc en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux vidéo, je me suis souvent, immergé justement dans un personnage qui avait une interaction diégétique dans le jeu en question, tu vois? De guide, de ce que tu veux, de machin, tu vois? Et donc voilà, c'est le mot-clé immersion du coup qui m'a fait tiquer. C'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise quand je m'immerge dans un autre personnage. On en revient sur mon rapport au personnage et au Obliv et donc du coup par rapport au distanciel, du coup j'ai pas trop ce problème de réussir à m'immerger dans un personnage que ce soit à distance plus qu'en présentiel, puisque j'ai l'habitude de m'immerger dans un personnage quand je suis toute seule de toute façon. Mais l'immersion, c'est pas que dans le personnage, c'est aussi dans la fiction. Je sais, mais justement, c'est un première étape, tu vois ce Oui, que je veux oui, dire? oui, bien sûr. C'est une première étape et donc du coup, il y a cette problématique-là qui est moins présente. Non, puis le fait effectivement qu'on est plus habitué à ce qu'on fait et là, c'est vrai qu'on venait sur l'idée de par rapport à la pratique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, la 99 sûrement moins parce que j'ai fait moins de 100 jeux de rôle différents, mais 99 de ma pratique de jeu de rôle, elle est en distanciel, totalement distanciel Ouais. et elle est même distancielle affiliée, on va dire, parce que souvent, moi, quand je réfléchis sans trop aller loin à ma pratique holistique, souvent j'ai tendance à dire sans réfléchir que mes premiers jeux de rôle étaient en distance, c'est faux. J'oublie toujours, honte à moi, mes toutes premières parties de jeux de rôle, elles étaient en présentiel. Oui, oui. C'était à une école d'ingénieur qu'on a fait ça. Sauf qu'on était en présentiel dans la même salle, mais on était sur Roll20 quand même, hein. Ah, d'accord, ok. Pas informaticien et informaticienne à moitié, Ouais, ouais. mais même mes premières parties de rôle qui étaient quand même en présentiel, dans l'esprit, c'était du distanciel, tu vois? D'accord, ok. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, 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 je vois, ouais. Et c'est d'autant plus intéressant du coup le choc du présentiel, parce que du coup mon 1er jeu de rôle que j'ai fait en présentiel, vraiment à proprement parler, autour d'une table et tout ça, c'était Ten Candles, le jeu présentiel. Oui, effectivement, oui, oui. C'était vraiment l'expérience. Je sais plus si je l'avais dit spécialement ou à moitié dans l'épisode sur Ten Candles, c'est possible. Allez le réécouter, tiens. Oui, c'est une bonne idée. C'est ça, il y a aussi effectivement le fait quand tu es habitué à faire principalement ça, du coup tu es habitué à gérer avec, de cette manière-là. Effectivement, à plus faire avec les outils du distanciel pour, vraiment te mettre dans la fiction, quoi, dans la narration. Donc là-dessus, tu souscrirais à la thèse des trois trolls. Mmh. De dire que comme l'essentiel de ta pratique a été en distanciel, tu aurais peut-être plus de facilité que quelqu'un qui a toujours fait du présentiel et qui d'un coup se retrouve avec plus personne autour de lui pour s'immerger dans une partie en distanciel. Bah oui, je pense pour le coup, je suis plutôt d'accord. Parce qu'en plus, le présentiel et le distanciel ont tous les deux des outils, pas forcément qui leur sont propres, mais qui sont plus adaptés à ces méthodes-là Oui. pour aider à l'immersion. Tu vois, on parlait des musiques, rien t'empêche de mettre une musique de fond quand on est en présentiel. D'ailleurs, Alice is Missing, typiquement. Oui, Alice is Missing est un jeu qui peut se jouer en distanciel déjà et qui émule le distanciel même si tu le joues en physique en fait. Donc, C'est vrai. Oui, mais je veux dire, dans l'idée que si tu le joues en physique, même si chacun est dans son coin, souvent on met la musique à un endroit. Tu vois ce oui, que je veux dire. oui, Dans bien l'idée sûr, que oui. du présentiel, tu peux avoir de la musique. Mais c'est quand même une idée d'immersion qui est très, qui est très numérique, qui fait très distanciel. Oui, bah c'est parce que c'est fait pour. C'est ça. Chacune des 2 pratiques ayant des outils différents qui peuvent aider à l'immersion. Je pense qu'effectivement, c'est le coup du sillon, hein, quand on prend un chemin pendant longtemps et commence à être tracé. Oui.
ça va plus te parler. Après, peut avoir des exceptions, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus habitué à l'un qui va tester l'autre et que ça va plus parler. C'est valable pour les jeux de rôle d'ailleurs aussi de manière générale, les Oui. différents systèmes. Mais effectivement, quand tu as plus l'habitude de quelque chose, je pense que c'est plus facile, tu vois, de s'immerger. Bien sûr, non mais ça va même au-delà, c'est-à-dire si c'est ta conception du jeu de rôle, c'est ça, bah oui, il n'y a pas de raison que tu t'immerges pas dans la partie. Et si d'un coup je viens et que je bouleverse complètement tes habitudes, bah peut-être que tu auras du mal à t'immerger, c'est ce qui est normal. Les rares fois où j'ai pu faire du jeu de rôle en présentiel, donc autour d'une table, tout ça, même si c'était des bons moments, ça m'arrivait des fois à pas savoir me mettre, si tu veux. Quand je suis devant mon écran avec mon casque sur les oreilles, ça peut m'arriver de me lever, de marcher, de faire des trucs. Tu vois, C'était ma question effectivement d'après, de savoir si du coup est-ce que les quelques parties de table que tu as faites ont pu te gêner de ce côté-là, ont pu bloquer d'une manière ou d'une autre ton immersion. Ça n'a pas bloqué mon immersion. Mais au contraire, c'est même au-delà de ça, c'est que le potentiel inconfort que je peux avoir vécu en étant comme ça en présentiel, la méthode que j'avais pour pouvoir combattre cet inconfort-là, pour le supprimer, c'était justement de m'immerger, de plonger encore plus dans l'immersion, de Ouais. plonger encore plus dans l'affection. Du coup, j'oubliais beaucoup plus l'inconfort Mhm. de pas savoir comment me tenir, de pas savoir de quoi, ou regarder, ou quoi, ou comment casser. Typiquement, parce que c'est bien, parce que les expériences en présentiel, comme ça, autour d'une table, sans numérique, sans quoi que ce soit, je peux les compter sur une main, donc c'est facile de me les comparer mentalement. Oui, oui. L'expérience de jeu de rôle en physique, où j'ai eu le moins d'inconfort physique, de savoir comment me positionner, comment être ou quoi, Ouais. c'est drôle parce que c'est aussi la plus récente, c'est celle où j'étais dans l'optique vraiment de je joue le personnage, mimique compris, corps compris. Ouais. C'était un certain playtest. Je l'ai fait la dernière fois que je suis descendu. Effectivement. Après, c'est du jeu en convergence à mort aussi, donc voilà. Mais voilà, mais justement, tu vois, c'est vu que là on était dans un contexte où vraiment l'intégralité de ce que je faisais, de mes mimiques, de mes Oui, regards, faisait partie du jeu aussi. Oui, oui, tout à fait. Du coup, il n'y avait pas cet inconfort-là. Yes. Mais du coup, est-ce que tu étais particulièrement inconfortable quand je t'ai fait jouer à It's the Reich? Par moment, un peu, c'est pas forcément ma de table, mais il y avait un peu d'inconfort physique. Ouais. D'accord. Bon, déjà, un lieu que je connais pas, avec la plupart des personnes à table que je connais pas aussi. Oui, C'est toujours non mais ça, oui, il y a oui, toujours ça, cette première fois aussi. naturellement, oui, ça je Non, l'entends mais très bien. pour dire que ça se joue, tu vois, dans Oui. la frontière entre qu'est-ce qui cause quoi. Tu as raison. Mais oui, un peu. Mais moi je parlais Un peu. surtout Parce de que la proposition du jeu en fait. Parce que s'immerger dans le personnage, tu tues des nazis. S'immerger dans la fiction, tu tues des nazis. Voilà, c'est un défouloir très vaguement stratégique qui relève presque plus du jeu de plateau qu'autre chose. La partie jeu de rôle, la partie rôle, l'immersion, voilà quoi. Justement, c'est vrai que dans le cas d'Itch the Reich, vu qu'en plus j'ai eu un temps, ça va pas poser problème en tant que tel, je crois que je l'ai même pas évoqué quand on a fait l'épisode sur The Reich d'ailleurs, mais j'ai eu un moment j'ai eu du mal à prendre en main les règles, le système. Oui. Et donc, j'étais pas disons qu'il y a plein de choses qu'on jouait, mais le fait d'être en présentiel, je pense, a participé à ça. Puis il y a d'autres choses qu'on jouait. Ouais. Mais à aucun moment de cette partie, même si elle était très agréable et je regarde bien, j'ai jamais été à 100% dedans, tu vois. Il y a toujours une partie de mon esprit qui était sur autre chose, qui était sur les règles, qui était sur le ci, qui était sur le ça. Ouais. Et le fait d'être en présentiel a pu jouer pour le coup. Implicitement, c'était le mot code est peut-être un peu fort, mais c'était des codes sur lesquels j'étais moins familier, tu vois. Ouais. Et alors, étonnamment, c'est là qu'on se rend compte que la frontière avec le jeu de société est là. Vu que dans ma famille, notamment côté maternel, on aime bien les jeux de société, on n'en fait pas souvent que ça, mais on aime bien les jeux de société. J'ai beaucoup plus d'expérience sur faire des jeux de plateau, si tu veux, que faire du jeu de rôle en présentiel. Ouais. Et donc, techniquement, cet inconfort, je l'ai moins vécu ou pas vécu quand on a joué à Ex Nihilo. Oui. Parce que même si inconsciemment, parce que tu vois, je l'ai même pas intellectualisé, là, tu vois, j'improvise totalement l'intellectualisation de la chose. Inconsciemment, j'avais des codes sur lesquels je m'attachais plus. Ouais. Même si j'irais pas dire que Ex Nihilo est un jeu de société, on s'en fout. Mais il y a des codes. Pourtant, il me semble que c'est comme ça qu'il se définit. Hein. C'est possible. Alors, Romaric définit la plupart de ses jeux comme des jeux de société inspirés du jeu de rôle. C'est possible, tu vois, c'est là qu'on y retrouve. Tu vois. Il y a des codes qui font que j'étais plus sur cette familiarité du jeu de rôle. Oui. Ce qui d'ailleurs, maintenant que j'y pense, une fois encore, j'improvise cette utilisation, ce qui, je pense d'ailleurs, a été la réalisation. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que dans la partie d'Ex Nihilo qu'on a faite, j'ai été un peu trop, pas stratégique, mais un peu trop mécanique et pas assez dans la narration. Ouais. Après, c'était la première partie qu'on faisait aussi. Voilà, je vous ramène éventuellement sur l'épisode sur Ex Nihilo pour voir les règles, pour comprendre ce que je vais dire là, mais j'ai
techniquement gagné par le nombre de temps, mais en termes de narration, l'objectif que j'avais était pas du tout dans ceux qui ont été le plus présents dans la narration, quoi. Et là que j'y pense, je pense que ça joue aussi sur le fait qu'effectivement, il y a ce côté jeu de société inconsciemment qui était plus, j'étais plus dans ce mode-là, tu vois? Ouais, bah, je comprends, oui, oui. Mais après, enfin, les jeux de rôle sont des jeux de société, hein. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, on est bien d'accord. Mais c'est une catégorie bien spécifique, je trouve. Après, c'est peut-être parce que je viens du théâtre et du RPG que techniquement, ce qui est présent très fort dans ma vision du jeu de rôle, c'est tout ce qui n'est pas le jeu de société. C'est peut-être pour ça que je surestime potentiellement la mise, pas la mise à part, mais la spécification du jeu de rôle. Mais oui, oui, c'est d'ailleurs, on notera que dans des sites comme Philibert, par exemple, les jeux de rôle sont dans la catégorie jeux de société. Il y en a beaucoup, Parce que c'en sont factuellement, hein. C'est pas des jeux de plateau, et c'est pas des jeux de cartes, enfin, certains si, mais ce sont factuellement des jeux de société. À part, bien sûr, il y a des jeux de rôle solo qui font un peu exception, mais c'est un jeu auquel tu joues ensemble autour d'une table. Enfin voilà, je veux dire. Et parce que aussi la définition de jeu de société, de toute façon, a toujours été très 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 vaste. Tu vois. La définition de jeu de société a jamais été définie clairement parce qu'il y a rien qui était adjacent en fait, qui était proche. C'est ça. C'est un concept qui est vraiment pas définissable par des critères excluants en fait. C'est obligatoirement des concepts suffisants. C'est ça. Alors que du coup, le jeu de rôle, pour le coup, c'est une catégorie de jeu de société qui, contrairement au reste, fait le pont et reconnecte le jeu de société à d'autres activités. Donc, le théâtre d'improvisation, même le jeu vidéo. Enfin, le jeu vidéo, on a tendance à dire que c'est l'évolution du jeu de société numériquement, mais d'ailleurs, pareil, t'as mis en opposition avec le jeu de cartes, mais on pourrait pareil, la distinction entre jeu de société et jeu de cartes et... Alors, je fais pas une distinction entre jeux de société et jeux de cartes. Je dis les jeux de cartes sont un truc spécifique de jeux de société qui, a priori, ne sont pas des jeux de plateau. D'accord, oui. Oui, pareil, d'ailleurs, en termes d'homonymie, de termes qui sont pourtant différents et qui parfois sont utilisés antinonymes, pareil, la distinction entre jeux de société et jeux de plateau. Bah, le jeu de société, c'est un peu la maison mère, tu vois. C'est un peu la catégorie qui va regrouper le jeu de rôle, le jeu de plateau, le jeu de cartes et d'autres types de jeux encore. C'est ça. Non, mais je dis ça parce que parfois, l'un est utilisé pour l'autre. Tu vois. Oui. Ah bah c'est vrai que oui, on peut dire jeu de plateau pour dire jeu. Enfin, oui, la plupart du temps, quand on dit jeu de société, on peut le substituer par jeu de plateau. C'est comme la problématique avec la musique classique, qui effectivement est qu'une partie, reste qu'un seul mouvement de ce qu'on appelle communément la musique classique. Ce qui m'emmerde parce que le terme officier, c'est musique savante et que je déteste ce terme parce qu'il est pompeux. Oui. La plupart des personnes que je connais qui connaissent ce terme-là, d'ailleurs, personne ne peut encadrer. C'est comme les gens qui disent scénarii. Tu rentres chez toi, Jean-Eudes. On va se calmer maintenant. Après, techniquement, alors c'est vrai que la latinisation, des terminaisons, c'est plus quelque chose d'anglais, alors qu'en français, c'est vrai qu'on le fait très peu, c'est vraiment de l'ordre d'exception. Mais surtout, tiens, un truc pour anecdote, que c'est un peu une maraude. Pour ceux qui ont tendance à être chiants sur l'orthographe, sur les mots, sachez un truc comme ça. Petite intro avant que je puisse expliquer ma digression. Sachez que je suis quelqu'un passionné de linguistique, qui est traductrice, qui en a rien à foutre d'orthographe, qui est consciente que les langues, c'est les langues vivantes, l'important, c'est qu'on soit compris. Je ferai jamais chier quelqu'un pour son orthographe ou pour son vocabulaire. Par contre, si quelqu'un commence à être chiant avec qui que ce soit, j'attends que cette personne soit irréprochable. Donc souvent, on m'entendra réciter des règles que quand il s'agit de faire des coups de gueule sur quelqu'un qui est du coup sur les règles. Genre le Figaro, qui dit que les gens ne savent pas écrire alors qu'eux-mêmes ne sont pas foutus de respecter les règles de typographie du français, mais c'est autre chose. Mais voilà, théoriquement, dans ce qui est des instances quelconques, scénario avec un S ou scénariste sont tous les deux considérés comme acceptés en français. Par contre, si vous tapez sur un ordinateur des mots d'emprunt qui n'ont pas été modifiés, comme scénarii par exemple, vous le mettez en italique, sinon c'est théoriquement faux. Et pareil, faut faire un choix. Soit vous écriviez scénario avec un S et avec un accent, soit vous écrivez scénarii, mais du coup, vous me virez ce putain d'accent. Bien sûr. Que les gens qui corrigent, ah non, on dit pas scénario, on dit scénarii. Donc à l'écrit, mais qui écrivent scénarii avec un accent, j'ai envie de les brûler. C'est de la pédanterie linguistique. Voilà. Non, mais totalement. Non, mais disons que j'ai pas de problème avec les gens qui l'utilisent en tant que tel, qui l'ont appris comme ça. Tu vois, oui, bien sûr. Mais bon, voilà. Mais voilà, pour dire que les deux sont. Voilà, oui, les deux sont là, mais les gens qui disent scénarii ont tendance à être des connards. C'est tout. La synthèse, elle est là, quoi. Non, mais ça, après, c'est parce que le truc, c'est que connard, c'est comme jeu de société, c'est vaste. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, c'est la maison mère, quoi. Non, mais cela dit, c'est la maison mère des insultes en français. C'est l'insulte défaut. Tu vois, c'est pas faux. Elle n'a pas pas de sens précis. Elle est vidée de son sens. Elle n'a pas d'attaque précise. Bon, un connard, quoi. Tu vois.
Mais d'ailleurs, juste pour reboucler, histoire de faire un rebouclage juste qui apporte pas grand-chose, mais pour reboucler sur les jeux de société, on notera que ça m'est arrivé régulièrement de faire des jeux de société avec des proches, tu vois, et sans forcément l'exprimer en tant que tel, mais moi en tant que tel, de faire, comme pour le jeu vidéo, hein, une surcouche De rôle, oui. artistique, d'ailleurs. Bah, il y a des jeux qui s'y prêtent particulièrement bien, faut bien le dire. Bah, d'ailleurs, un jeu de société que j'adore, que j'ai d'ailleurs acheté et que dans la famille, qu'une fois encore, on l'a pas fait ces derniers temps, mais une fois encore, quand j'étais maternelle, ça arrive plusieurs fois, quand on se retrouvait, chacun apportait un peu ses jeux de rôle et on voyait. Jeux de société, Moi, t'as il y a fait un jeu un de rôle que lapsus. j'adore. Tu Voilà. dis jeu de rôle. Il y a un jeu de rôle que je Alors, tu le dis encore. de jeux de société, voilà. Moi, il y a un jeu de société que j'adore, que j'ai acheté de mon côté, mais si j'ai jamais pu l'utiliser un peu, parce que les seules personnes avec qui je joue à ce jeu-là l'ont aussi, et que j'en ai marre de me le trimballer à toutes les réunions familiales alors c'est une grosse boîte, c'est Mysterium. Ah oui, excellent jeu. J'aimerais bien pouvoir en jouer avec des gens. C'est un excellent jeu de société. Enfin, actuellement, c'est du jeu de rôle, en fait, tu vois. Je suis pas d'accord, non. Ça dépend comment tu le joues. Oui, non, mais tu peux le jouer comme un jeu de rôle. Mais de toute façon, on va dire ces 10 dernières années, pour être assez large, je pense que c'est peut-être un peu moins que ça, mais bon, Mysterium a bien 10 ans, lui, par contre. Ces 10 dernières années, les frontières entre jeu de rôle et jeu de société s'effacent de plus en plus. Parce que les deux ont décuplé leur variété et leurs originalités. Du coup, il y en a qui se croisent. Ok, bon, je pense que ça clôture cette session FAQ qui n'en était pas une. C'était super intéressant, merci. Est-ce que tu as un petit teasing pour le mois prochain? Je suis tellement fraise qu'il faut que je revérifie de quoi je parle normalement le mois prochain. Ah oui, alors, je sais pas. Parce que théoriquement, c'est là qu'on dit qu'il y a du retard, théoriquement, le jeu que j'ai prévu, que j'ai mis pour l'instant dans mon planning pour le mois prochain, c'est un jeu qui est à cet endroit-là précis depuis qu'on a commencé le podcast, tu vois, Ouais. que j'avais financé, que j'avais pledge pour le coup à l'époque, comme quoi de toute façon ça arrive. Tout arrive. Et que j'ai, alors qui prend pas la poussière vu que je l'ai en format PDF, mais que j'ai depuis un petit bout de temps, que j'ai toujours pas lu, Ah oui. qui était un peu là, entre guillemets, en placeholder, mais parfois ça me ferait plaisir d'y jouer pour le coup, d'enfin le tester. Mais du coup, je sais pas si je vais le faire ou pas. Et je crois que, je crois que j'avais eu l'idée de remplacer par autre chose, même si je sais plus par quoi je comptais le remplacer, du coup, voilà. Mais en gros, du coup, je vais faire un teaser plus complexe, tu vois. Si c'est bien le jeu qui est prévu, on va faire écho avec un autre jeu que auquel j'ai pu parler en novembre d'une autre saison, mais dans un ton totalement différent. Il y a une thématique que j'ai pu parler de manière très sombre et là on la verrait de manière très lumineuse. Oui. Si c'est pas le jeu qui est prévu et que je fais autre chose à la place, je vais faire un teasing un petit peu tranché, ce sera sûrement un jeu d'Angel de JDR. Ok. Mais vu que c'est dans le cas du peut-être si je fais autre chose, ça pourrait être n'importe quoi. Oui. Mais voilà. Ok. Voilà, ce sera. De connaissance, ça risque d'être Héros d'Argile, si c'est un jeu d'Angel 2, puisqu'il y a des super-héros. Donc... ça a le mérite d'être un que j'ai déjà testé. Voilà, c'est cool. Moi, je l'ai en physique, je l'ai pas lu encore. Enfin, techniquement, la partie n'a jamais été terminée, mais parce que one-shotter 2 fois, toi-même, tu sais. Oui, je m'entends. Et la personne qui nous a fait découvrir, qui avait organisé la partie, un petit peu compliqué, mais ça n'est pas mort. Il y a eu sur le channel, il y a eu des petits ups. La partie n'est pas abandonnée. Mais voilà, sur les 5-6 personnes, je crois qu'on est, il y en a 3-4 qui sont en mode moi, c'est compliqué d'avoir d'une date et n'hésitez pas à continuer sans moi pour pas bloquer les autres. Donc, non, mais pour le coup, ouais, en termes de teaser, on peut parler. Le champ des possibles est vaste. Il y a beaucoup de possibilités, mais disons que parce qu'une fois encore, vu qu'on n'enregistre pas si tôt que ça, on enregistre le 18, il serait temps quand même que je me décide. Surtout que la plupart des jeux dont je pourrais potentiellement parler, c'est dès que je n'ai pas encore testé, il serait temps de trancher. C'est au choix, soit on va parler de trucs lumineux, soit on va parler d'arcane, soit on va parler de trucs, je sais pas. Franchement, tout est possible en termes de trailer. L'indice pour le mois prochain, tout est possible. À défaut de changement, quand même, si c'est ce qui était prévu à la base par défaut, regardez les 2 jeux que j'ai pu faire en novembre aux 2 précédentes saisons. Il y a un certain style qui a été évoqué à un moment. PBTA, par exemple. De manière très sombre, là, imaginez de manière lumineuse. PBTA lumineux.
Ok, bon. Eh bien, écoute, là-dessus, on va se faire des bisous. Ouais. On vous rappelle, c'est la 3e fois que je dis, mais c'est pas grave, écoute, on le dit jamais assez, que nous avons un Discord. Si vous voulez venir discuter avec nous, on sera ravis de le faire. Vous pouvez le faire sur YouTube, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment important d'enrichir les GAFAM ? Sinon, venez sur Discord, venez sur Blue Sky aussi pour nous parler des bdle.bsky.social. Et puis, eh bien, après vous avoir fait des gros bisous, on va vous dire au mois prochain avec une petite musique. Je sais pas encore tout à fait laquelle, mais à mon avis, on va être sur du Hold the Laugh. Je me baladais dans la rue de Nantes quand quelque chose me tomba dessus. Je mis mon doigt, c'était de la fiente. Ah merde, les pigeons m'ont déçu. Me nettoyant, je fis un grand geste pour enlever ce phare incongru. Une vieille reçut ma main un peu leste et tomba au milieu de la rue. Un pigeon m'a fait dessus, y a une vieille dans la rue. Ça s'est passé dans la rue de Nantes. La vieille était allongée par terre. Un jeune cycliste de 20 ans ou 30 tentant d'éviter la grand-mère fit un écart vers un 38 tonnes qui l'écrasa sans faire de manière, puis dérapa en fauchant 3 nonnes et défonça un grand mur en pierre. Un pigeon m'a fait dessus, y a une vieille dans la rue, un cycliste écrasé, un camion éclaté. Y avait des cris dans la rue de Nantes, les gens couraient vers le camion fou qui, dans le zoo, avait fait une fente d'où s'échappaient quelques kangourous. Les marsupiaux tentèrent une ruse en bondissant vers n'importe où. Le hasard les mena à l'écluse, mais en sautant ils bloquèrent les écrous. Un pigeon m'a fait dessus, y a une vieille dans la rue, un cycliste écrasé, un camion éclaté, des kangourous en fuite, une écluse toute remplie. Sacré bazar dans la rue de Nantes, l'eau du canal envahit les quais. Elle inonda l'usine attenante qui des éponges fabriquait. Là tout imbibé, elles gonflèrent, les murs autour finirent par céder. Et pas de chance car passait derrière tout le bagade de l'Ambiway. Un pigeon m'a fait dessus, y a une vieille dans la rue, un cycliste écrasé, un camion éclaté, des kangourous en fuite, une écluse toute remplie, des éponges qui explosent, le bagade est morose. Apocalypse dans la rue de Nantes, 120 bignoux se mettent à sonner. Le bruit était proche de l'épouvante, jusque dans l'espace on l'entendait. Désorienté, la fusée Ariane vint se cracher devant un ramier qui s'envola et que Dieu le damne revint sur moi se soulager. Un pigeon m'a fait dessus, y a une vieille dans la rue, un cycliste écrasé, un camion éclaté, des kangourous en fuite, une écluse toute remplie, des éponges qui explosent, le bagade est morose, une fusée qui se croûte, les pigeons me dégoûtent. Un pigeon m'a fait dessus, y a une vieille dans la rue, un cycliste écrasé, un camion éclaté, des kangourous en fuite, une écluse toute remplie, des éponges qui explosent, le bagade est morose, une fusée qui se croûte, les pigeons me dégoûtent. J'en ai marre des pigeons, je déteste les pigeons, oui je hais les pigeons, oui je hais les pigeons. Et donc dans l'exemple du manuel, c'est quelqu'un qui d'un coup voit une personne et se retrouve totalement incapable de parler tellement elle est stupéfiée par stupéfixe. Non, ah non, on n'a pas le droit, pardon. Ça tu coupes.
J'ai cru que c'était le nom d'un Pokémon, honnêtement, tu vois, tellement j'ai banni ça de mon esprit. Et le mot m'est revenu, je le cherchais pas, mais le mot m'est revenu et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est forcément le nom d'un Pokémon. Puis une fois que j'ai dit, je fais, ah merde, non, c'est l'autre truc. C'est le truc dont on ne doit pas dire le nom. Désolé.